Eh bien, bonjour Christine Marion. Alors, aujourd'hui, je suis toute seule. Je n'ai pas mon ami Coco de Montréal, mais tout ça va être transporté rapidement vers Montréal et vers toutes les radios. Donc, je reçois aujourd'hui un charmant jeune homme. Nous avons au moins 2 points en commun. Nous aimons les lunettes, ça c'est sûr. Et la deuxième chose, c'est qu'on aime le jazz. Mais le fait est que Stan Laferrière, chef d'orchestre, compositeur, arrangeur, multi-instrumentiste, conférencier, pédagogue, a beaucoup plus de casquettes que moi. Bonjour Stan. Bonjour Christine. Alors, on va commencer par le musicien. Écoute, il y avait tellement de choses à dire que j'ai repris un petit peu des choses que tu as faites parmi les milliers de choses que tu as faites. Donc, tu as participé à 130 albums, ce qui est quand même énorme. Et tu as été récompensé à 9 reprises par l'Académie du Jazz, une fois par les Django d'Or. Et comme tu sais que toi et moi adorons les États-Unis, eh bien, Mark Arbor pour une composition à Los Angeles. Donc, ok. Je ne sais pas où sont tes coupes, mais tu dois en avoir partout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de multi-instrumentiste? Tu n'as pas fait tous les instruments d'un coup. Et Dieu sait que tu sais en jouer, tu sais jouer de plein d'instruments. Alors, pour faire très vite, j'ai fait un cursus de piano classique au conservatoire, cours particulier à partir de l'âge de 5-6 ans. Et j'ai passé un bac musical au lycée La Fontaine, donc en 79-80. Donc je crois que c'était même la première année que ça existait. Et puis après, je me posais la question de savoir si j'allais faire de la musicologie ou j'en sais pas, si j'allais continuer des études. Et puis une occasion s'est présentée à moi de partir en tournée à l'âge de 17 ans et demi. Les tournées Podium RMC, donc en été 80, avec Dalida, Mort Schumann, Dave, Carlos. Là, on apprend le boulot, là. Eh ben là, on apprend le boulot, et puis quand on a 18 ans, on n'a qu'une envie, c'est d'en découdre, et puis de partir sur les routes. Donc voilà, le choix a été vite fait. Et donc pendant 2 ans, j'ai fait de la variété, en fait. J'ai fait le choriste. Et donc ce qui s'est passé, c'est que donc j'étais clavier. J'avais bricolé un tout petit peu de guitare, mais bon, pas plus que ça. Et puis sur la tournée, 90 jours en tournée et privé de piano, alors que j'en faisais pratiquement 6 heures par jour. Donc ça a été un petit peu un demi-drame. Donc le premier truc que j'ai fait, c'est que je suis allé dans un magasin de musique et m'acheter une guitare, et puis j'ai travaillé la guitare dans les chambres d'hôtel pendant 2 ans, comme un acharné. Et puis il fallait jouer 2 morceaux de batterie sur scène. Il fallait un batteur à un moment, et on m'a dit le petit jeune là, tiens, tu vas te mettre à la batterie, mais monsieur, je sais pas jouer, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Et donc je me suis mis à la batterie, et puis j'ai commencé à travailler la batterie comme ça, tout simplement. Après, pour être très honnête, au service militaire, j'ai touché à peu près à tous les instruments par curiosité, donc le saxophone, la flûte, le trombone, pas de trompette, mais un peu de tuba. Donc voilà, j'ai un peu touché à tout, et c'est vrai que maintenant, avec le recul, le fait d'avoir, en tout cas, m'être intéressé à énormément d'instruments, ça me donne évidemment des cartes intéressantes pour écrire la musique.
parce que quand on Ah, connaît les instruments et leur fonctionnement, bah, c'est ah. quand même beaucoup mieux. Bon, super. Alors, moi, je veux vouloir déjà des choses croustillantes. Tu as fait des rencontres impériales avec des musiciens incroyables. On va regarder un petit peu tout ce qui est outre-Atlantique. Quelques petits mots sur Monsieur Wynton Marsalis. Bah oui, bah on est de la même promo, hein. Il est de 62 comme moi, et on s'est croisé à Vienne. Je pense que c'était en 99 ou quelque chose comme ça, et on a partagé la scène, donc vraiment super moment. Et puis après, bah on a fait le bœuf et on a pas mal échangé pendant quelques temps sur Internet. Voilà, personnage évidemment très très intéressant. Et puis, bah, c'est vrai que j'ai eu l'occasion dans divers orchestres de côtoyer, notamment dans les années 80 et 90, des musiciens qui sont des légendes et que j'ai eu le grand bonheur d'accompagner. Alors c'est vrai que je faisais partie un petit peu de la team tout jeuneau qui faisait les remplacements au piano ou à la batterie à l'Hôtel Méridien. Donc j'étais dans la team qui accompagnait tous les Américains qui se pointaient. Et puis des fois de partir en tournée avec eux, même des fois d'enregistrer. Donc j'ai enregistré avec Clark Terry, j'ai enregistré avec Phil Woods, avec non pas Lou Tabakin, mais Benny Carter. Alors, j'ai eu Benny Carter. Alors, j'ai un de mes pianistes préférés, à part mon homme, bien sûr, Monty Alexander, quand même. Monty, super bonhomme, quoi. Bah oui, super. Alors là, c'était au petit opportun. Tout simplement. Ah ben au petit opportun, mais il y avait une programmation dans les années 90, mais c'était démentiel. Moi j'ai vu Oscar Peterson, j'ai vu Hectic Pun, j'ai vu, non, il y avait une programmation démente. Et puis j'ai fait une semaine entière avec Tony Scott. Voilà. Donc oui, on avait des occasions dans les années 90 encore de jouer avec des légendes comme ça, dès qu'ils se C'était pointaient. vraiment la fourmilière de rencontres d'artistes incroyables dans des petits clubs. Ça devait être super. Alors, si on regarde les Français, Claude Bolling, Alors oui, j'ai travaillé pour Claude Bolling et Michel Legrand. En fait, j'ai fait de la copie, j'ai fait des arrangements pour eux. Voilà, j'ai fait la petite main, comme on dit maintenant. On dit plus faire le nègre, mais la petite main. Voilà. et Babi Crénart, alors. Donc là, Babi, j'ai joué avec lui on aussi est dans dans les le années temps Manouche. 90. Dans les Hmm. années 90, j'ai joué parce que j'étais, en fait, j'étais très très ami avec Patrick Sossois, donc grande figure du jazz manouche. Qui côtoyait tout le monde. Et en fait, j'ai eu l'occasion de jouer avec pratiquement tous les grands manouches, les grands guitaristes manouches, aussi bien Roman qui s'appelait Patrick Le Guitcock que Dorado Schmidt. Enfin, je les ai un peu tous faits dans les années, voilà, dans les années Voilà. 90. Alors, en début d'émission, j'ai mis un morceau, tu vas nous en dire quelques mots, sur le combo Big Band de 2005 Vintage Orchestra, We Are, nous sommes tués. Et puis, on va en écouter un juste après. Là, on va faire une petite coupe musicale, petite pause musicale, toujours avec le même combo Big Band avec With the Man. Tu nous expliques un petit peu ces deux enregistrements de Alors, 2005 quand quand c'est tu un étais album. tout jeune. C'est un album qu'on a enregistré en 2005 de mémoire. Donc c'est un album qui est entièrement fait de compositions que j'ai écrites sur mesure pour un big band français qui s'appelle le Vintage Orchestra, qui existe toujours. On est d'ailleurs en pourparlers pour faire un deuxième album, un deuxième opus 17 ans plus tard. Euh, voilà, j'ai eu mes propres big bands, dont celui de l'Armée de l'Air dans les années 2000, mais j'écris aussi pour des big bands à droite, à gauche. Là, j'ai un projet à la rentrée avec le Big Band Brass de Toulouse aussi. On va enregistrer un autre album de composition.
ça marche comment ça marche quand tu écris? J'ai vu, tu as écrit pour le Big là, de Jean-Pierre Deroire, donc tout ça sur papier, magnifiquement écrit. C'est vraiment un tableau magnifique. Tu as besoin d'écrire pendant des heures d'affilée, c'est le matin, c'est l'après-midi, tu te prends comment ça marche? Parce que quand même, Alors, ouais, j'écris un peu partout. Disons que avec les années et l'expérience, je suis très peu au piano, donc je peux écrire aussi bien dans le train, dans la voiture, dans ma tête. Et puis quand je rentre chez moi, ben voilà, je mets tout ça dans une petite case et quand je rentre chez moi, je recopie. Je peux être aussi au piano de temps en temps pour harmoniser. Ça m'arrive encore d'être là à chercher un petit peu des harmonisations, des idées. Au piano. Évidemment, je n'orchestre jamais au piano parce qu'on ne peut pas orchestrer au piano. L'orchestration, c'est quelque chose, c'est des couleurs de timbres, d'instruments qu'il faut entendre. Et ce qui marche au piano ne marche pas forcément avec un orchestre. Donc, je me suis libéré de ça déjà. Tu écris, tu entends ce que ça fait, tu entends pousser bien les sûr. fleurs. Tu entends pousser les fleurs, très bien. Voilà. Et ensuite, après, tu harmonises tout ça quand même, tu vérifies des choses, mais tu entends dans ta tête ce qui se passe. Oui, j'entends tout ce qui se passe dans ma tête de plus en plus précisément. Je n'ai pas l'oreille absolue, donc c'est quelque chose que j'ai travaillé au fur et à mesure des années, mais ça fait quand même plus de 40 ans que j'écris la musique, donc j'ai évidemment progressé et je continue à progresser. Maintenant, on va parler de la pédagogie, parce que j'ai du mal à savoir si la pédagogie est plus importante. On te voit tellement partout, mais le musicien, on le voit partout, et l'arrangeur, on le voit partout. Qu'est-ce qui prime dans ta vie? Alors, disons que j'ai eu plusieurs phases dans ma carrière. J'ai eu une première phase où j'étais vraiment instrumentiste. J'ai toujours écrit la musique. Ça, depuis que je suis tout petit, j'écris de la musique. Mais disons que ça a pris des places plus ou moins importantes au fur et à mesure des années. On va dire que j'ai commencé par une carrière d'instrumentiste, donc de multi-instrumentiste. Ensuite, tu as une grosse période d'arrangement où tu as fait des rencontres aussi avec des grandes jazzmen. Il y a eu un boom là. Tout à fait. Tout à fait. J'ai eu l'occasion, on va dire, j'ai eu l'occasion à la fin des années 80 de mettre un coup de turbo sur l'écriture parce que des musiciens comme Claude Bolling, comme Claude Tissandier, comme Gérard Badini m'ont demandé de faire des orchestrations. Et donc, je me suis pris au jeu et du coup, c'est devenu une activité pas principale, mais on va dire très importante dans ma carrière à partir de la fin des années 80. Et puis c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à monter mes propres orchestres. Dans les années 90, j'ai monté un Tentet qui était vraiment, on va dire, ma vitrine d'arrangeur pendant une quinzaine d'années. Et puis après, j'ai eu le Big Band de l'Armée de l'Air. Là, c'était encore une autre vitrine. Mais c'est vrai que c'est beaucoup des rencontres. J'ai eu 2 rencontres majeures. Déjà, j'ai appris mon métier, on va dire, en travaillant pour Claude Bolling et Michel Legrand, parce que là, j'étais même copiste, donc il faut travailler dans l'urgence, il faut livrer pour le lendemain. Donc là, on apprend vraiment le métier. C'est très, très enrichissant. Je leur dois énormément à ces gens-là et à Gérard Badini aussi, qui voilà, ils m'ont demandé des tas d'orchestrations dans les années 90. Ça m'a fait évidemment avancer. Et puis après, j'ai voulu écrire mes propres compositions, mais voilà. Et donc, je me suis vraiment lancé à corps perdu dans l'écriture. Et donc, on va dire que ça fait à peu près 20-25 ans que j'écris, on va dire, entre 4 et 6 heures par jour. C'est vraiment mon activité principale. Oh, ça c'est bien, c'est les jumelles. Ça, c'est mes jumeaux. Mais attends, je vais fermer la porte, bouge pas. Non, mais c'est pas grave, hein. Moi, j'ai mon petit chien qui a aboyé aussi. Je ferai des coupes. Bon, alors dis-moi, donc tout cet enseignement dans les conservatoires, tu enseignes piano jazz, l'histoire du jazz aussi à l'université en musicologie, les masterclass pour Big Band, et arrive le truc que j'adore qui s'appelle Dr Jazz. Et donc là, des vues pendant la Covid aussi, incroyable. Donc, tu m'as expliqué en revenant d'une répétition ton histoire, très jolie histoire avec la femme de ta vie qui s'est formée et qui a dit, écoute, avec tout le bagage et toutes les choses que tu as à dire, on va monter un concept, un vrai concept, qui est Dr Jazz. Et là, il y a eu plein des milliers de connexions. Et ça, comment ça se passe? Toutes les semaines, tu crées quelque chose, tous les mois, on achète des blogs sur ton site, t'en crées régulièrement, comment ça marche?
Alors, toute la période Covid et jusqu'à il y a quelques mois, j'étais pratiquement exclusivement sur le blog. C'est-à-dire que j'ai mis du contenu, j'ai structuré le blog avec des rubriques particulières qui ont évolué. Maintenant, je pense qu'on est arrivé à une arborescence qui convient parfaitement au site et que les rubriques vont se remplir, bien entendu, mais que voilà, je pense que on a trouvé la vitesse de croisière entre guillemets. Alors il y a des articles de fond évidemment, j'ai une bibliothèque énorme sur l'histoire du jazz qu'on m'a léguée il y a quelques années. Donc j'ai des ouvrages absolument incroyables sur l'histoire du jazz, sur l'histoire des musiciens, des biographies improbables. Donc je puise là-dedans évidemment et dans mes lectures pour pouvoir faire des articles qui ne sont pas, on va dire, pompés ou en tout cas renseignés sur Wikipédia, mais avec des sources beaucoup plus sûres et beaucoup plus contradictoires. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Donc ça, c'est les articles de fond. Après, je fais des interviews de musiciens français, étrangers, de tout style de jazz. Écoute, deux morceaux et après j'ai des questions personnelles, des petites questions comme ça de femmes, un petit peu philosophiques. Alors je vais te poser tout ça. Donc on va s'écouter. Tu nous dis toujours quelques mots. Electrio 2000 Happy Day et hommage King Cole My Blue Heaven. Tu nous dis des petits mots sur ces deux morceaux? Alors, Electrio, oui, c'est un disque qu'on a fait en 2000 de mémoire, où j'ai mélangé mon trio, où je joue plutôt des claviers plus que du piano. Enfin là, ça va peut-être être du piano d'ailleurs dans celui-là. Et on avait invité quelques musiciens avec lesquels j'avais envie de jouer, donc Emmanuel Bex, on avait invité Marc Berthoumieux, Michel Pérez. Rien à voir, les styles Marc Berthoumieux, Emmanuel Bex, rien à voir là. Non, 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 j'avais envie de jouer avec ces musiciens qui étaient aussi des amis et voilà, c'était l'occasion. Bon. Mais là, je crois que le morceau que tu vas passer, c'est effectivement un morceau juste avec le trio et où je joue du piano d'ailleurs. Et c'est une composition. Rapide. Et ensuite, nous avons My Blue Heaven. Alors ça c'est oui. Alors Nat King Cole en fait c'est un peu mon papa. C'est mon deuxième papa, Nat King Cole. C'est-à-dire que ma mère écoutait Nat King Cole en boucle quand j'étais marmot. Et donc ça fait partie de moi, hein, tout simplement. Donc voilà. On ne peut pas ne pas citer quelque part son maître ou ses maîtres. Voilà, j'avais envie de faire un petit hommage à Nat King Cole. Alors c'est pas du tout du Nat King Cole dans le texte, comme on aurait pu le faire. Pourquoi pas? Il y a des orchestres qui font ça très bien. Moi j'ai mis mon grain de sel et d'arrangeur et de vocaliste. J'ai pas la voix de Nat King Cole, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Mais voilà, c'est un petit hommage que je lui ai rendu.
and evening is night. I hurry to my blue heaven, turn to the right. Little light will lead you to my blue heaven. You see a smiling face, fireplace and cozy room. Alors nous revoilà après ces morceaux super encore et puis le swing quoi. Alors des questions Christine Marion. On est passionné, on est à fond dans la musique, mais alors vraiment corporellement, psychologiquement, enfin tu es dans la musique, tu as plein d'idées. On vit comment sa vie familiale comme ça? Ton épouse est musicienne aussi? Alors, ma troisième épouse est effectivement musicienne, mais elle est aussi artiste peintre. Donc, on se comprend parfaitement. Sans rentrer dans ta vie privée, mais est-ce que tu étais avec des femmes musiciennes quand même? Alors, la deuxième était musicienne, elle, oui. Oui. Et la première? Mais la première, pas du tout. D'accord. La première, pas du tout. Et donc là, bah, j'ai trouvé quelqu'un qui, effectivement, qui partage mes passions, qui partage. Mais là, on voilà, est dans mon mode la de. passion, parce que là, elle est dans la passion, là. Là, Ah elle est bah dans... complètement, Ouais. complètement. Là, on fait un binôme. Là, on fait carrément un binôme. Est-ce que tu arrives à partir en vacances ou faire un week-end avec tes enfants, ta femme Ah mais je suis très disponible, beaucoup plus disponible que je ne l'étais avec mes enfants que j'ai eu avec ma première épouse, parce que je suis beaucoup plus sédentaire. Je donne les cours au conservatoire, je fais de temps en temps effectivement des masterclass, mais je bouge beaucoup moins, je suis plus sur les routes à faire le musicien. Donc ça quand même, ça laisse beaucoup de place. Maintenant, pour ce qui est des vacances, moi les vacances, mais ma femme est comme moi, hein, les vacances 4-5 jours, c'est formidable et après on s'emmerde vraiment. C'est ça, Voilà. la même chose. Il y avait la même chose. Donc voilà, oui, les vacances, là, on va partir une semaine avec les enfants à la plage, ça va être super. Mais voilà, Bon, les vacances, nous, artistes, on est en vacances toute l'année. en vacances toute l'année. Deuxième chose, qu'est-ce que tu as comme rapport, toi qui es vraiment dans toutes les palettes de la musique à différents niveaux, est-ce que tu as un rapport avec la musique, on va dire, ésotérique, philosophique? Est-ce qu'il y a cette dimension-là dans la musique? Tu en parles dans tes conférences? Oui, tout à fait. C'est un art de vivre. C'est une façon d'aborder la vie. Moi, la vie sans musique, enfin, après, je vois ça de ma fenêtre. Hein. Maintenant, je fais aucun prosélytisme. Hein. Je donne mon avis, y compris en masterclass. La première chose que je dis quand je fais une masterclass ou je fais une intervention pédagogique, je dis je ne détiens pas la vérité. Vous allez entendre mon expérience, ma parole, mais surtout écoutez-en d'autres. Voilà, personne en art, personne ne détient la vérité. On a une expérience, on partage quelque chose. Voilà. Alors, très bien. Troisième question, celle-là, elle m'intéresse beaucoup. Quand tu fais des classes d'improvisation, ok, comment tu abordes ça? C'est-à-dire que la personne se dit, ok, je connais pas les gammes, je dois dire une histoire ou pas, j'ai une attitude à faire, je dois rester dans la mélodie, d'accord? Et est-ce que tu leur expliques comment les improvisateurs arrivent à ne plus penser et à faire ça simultanément? Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau droit et gauche quand tu improvises? Alors, moi, ma façon de mettre le pied à l'étrier aux gens qui veulent improviser, je favorise toujours ce qu'on appelle l'instinct auditif. C'est-à-dire que se laisser porter par son oreille et essayer de faire une phrase qui colle avec l'accord qu'on entend. Et petit à petit, on va arriver à dégager une personnalité. Et puis, peut-être la première chose qui permet d'aborder l'improvisation, c'est tout simplement de bien connaître la mélodie sur laquelle on improvise et de commencer par la paraphraser. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas dans les conservatoires. On attaque directement par les gammes. Donc, en fait, on se met déjà un répertoire qui n'est pas à nous. Travailler les gammes, les modes, c'est formidable, mais il faut le faire une fois qu'on a développé l'oreille. Parce que une fois parce que après
on pratique ce qu'on appelle un phrasé automatique. Et donc, ça, c'est pas bon. Le phrasé automatique, c'est pas bon. Parce que si tant est qu'on ait une petite personnalité, on va déjà l'annihiler dès le départ. Donc, je pense qu'il faut remettre les choses dans un ordre correct et commencer par développer l'oreille, l'instinct auditif et ensuite apporter des éléments théoriques qui vont venir abreuver ce discours, voilà, et permettre de le développer. Comment tu fais quand? C'est important parce qu'il y a des gens qui vont écouter aussi cette émission. Par exemple, la personne dit, bon, j'entends, mais j'entends mal. Vous me faites un accord. J'ai du mal à différencier les notes ou avoir une couleur. Enfin, c'est difficile pour moi. Ça, c'est le cas de beaucoup de gens et pourtant, ils n'ont pas de problème auditif. Ils n'ont pas vraiment l'oreille, mais il y en a plein des gens qui entendent, mais pas vraiment. Comment tu développes ça? C'est ce qu'on appelle l'inhibition, en fait. Très souvent, on entend, mais on a peur de se lancer. Moi, je fais un stage d'initiation au SCAT tous les 6 mois, où j'invite un tout petit nombre de stagiaires. Je ne dépasse pas 10 stagiaires, justement pour que ce soit un petit cocon et que les gens soient le plus à l'aise possible. Et on travaille là-dessus, sur déjà se désinhiber et oser se lancer. Alors, c'est sûr que quand il y a quelqu'un à côté de vous qui peut vous aiguiller et vous dire, voilà, quand on est tout seul chez soi, qu'on plaque un accord, qu'on ne sait pas trop quoi faire dessus, c'est pas évident. Mais très souvent, les gens entendent, en fait, mais ils ne le savent pas. D'accord. Est-ce que tu uses ce chemin aussi qui peut être intéressant en disant, faites-vous confiance, allez dans ce que vous entendez, et puis pensez à une histoire, racontez-moi une histoire. C'est quoi la place de l'histoire dans l'impro? Ah ben, la place de l'histoire, elle est primordiale. Aussi bien dans le vocabulaire du scat, hein, que dans les notes, que dans le discours mélodique. Les onomatopées, il faut, oui, parce que on travaille du vocabulaire, mais la première chose que je dis, c'est utiliser les onomatopées qui vous sont naturelles, qui vous viennent comme ça, naturellement. Parce que souvent, elles peuvent être très drôles et très personnalisées. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je fais écouter dans mes stages plein de gens qui scattent avec des onomatopées excessivement différentes les uns des autres. Et tout fonctionne. Hein. Si on compare Blossom Derry à Al Jarreau ou à Ella Fitzgerald, c'est carrément, ça n'a rien à voir. Et chacun a son discours et chacun a un discours intéressant. Oui, parce qu'en fait, le rêve un peu de toute chanteuse, amateur ou pro, c'est de dire, ok, je scatte bien, mais ça serait super cool si on me disait, ben, on ne sait pas si tu scattes bien ou pas. En tout cas, quand on t'entend scatter, on reconnaît ton scat. Ça, c'est vachement chouette. Parce que quand on entend Daniel Luc, quand on entend Bacqueville, quand on entend Longnon, je parle pour les Français, on sait qui c'est. Tout à fait. Tout Moi, à fait. Mais ça, c'est des chanteurs, des chanteuses, je ne sais pas du tout qui c'est, quoi. C'est ça. Il y a une sorte de stéréotype d'onomatopée, notamment pour les filles, qui font à peu près toute la même chose. Et très bien, et des fois parfaitement bien, mais bon, voilà quoi. Oui, mais c'est vrai que souvent, il n'y a pas beaucoup d'originalité. Alors, à quoi c'est dû? On revient peut-être à ce que tu disais, c'est très intéressant tout ce que tu dis, mais il y a une chose, on a commencé la boucle par ça, c'est aussi de se libérer, quoi, en fait. Mais complètement. Se libérer et surtout oser. Il y a la recherche du son, c'est une chose dans le scat, la recherche du son, mais aussi l'articulation permet d'aborder des onomatopées que peut-être on n'aborderait pas si on cherchait uniquement le son. Hein. Donc, en fait, c'est un peu cette question aussi, parce que tu comprends, une femme, un homme peut-être moins, mais une femme, quand elle impromise, elle se pose 10 000 questions. Quand elle scatte, on la prend en photo, elle dit « je dois être très très moche », alors quand tu scattes, t'es vraiment pas très jolie, parce que tu fais un peu des mimiques, c'est pas évident. Ensuite, il y a aussi le problème aussi de comment tu leur dis où vous allez trouver la grammaire et votre vocabulaire. Alors, comment tu leur fais? Parce qu'il y a des bibliothèques de phrasés quand même.
qui sont Oui, alors on les aborde, on les aborde. Il y a des consonnes, des voyelles. C'est vrai que quand on met une syncope, eh ben on va plutôt mettre une consonne un peu dure, un P, un B, pour donner une attaque. Si on fait une ballade ou quelque chose de plus lent, on va utiliser plus des voyelles ou des consonnes douces comme les L, les M, les N, qui vont être plus doux. Voilà. Mais ça se fait un petit peu naturellement. Moi, je sais que je n'ai jamais réfléchi à mon vocabulaire. Je l'ai forgé en fonction de mon phrasé mélodique. Et c'est vrai que quand je vais faire des syncopes, je vais utiliser telle ou telle consonne, mais naturellement sans même y réfléchir. Et quand je vais faire des choses plus douces ou plus lyriques, je vais en utiliser d'autres. Mais ça va se faire un petit peu naturellement et surtout, ça s'est forgé au fil des années. Bon, mais écoute, après toute cette belle tapisserie de plein de choses, pour créer un chef-d'œuvre, comme je pense, tu en as créé pas mal. Alors, donc voilà, un homme complet, charmant. J'essaie de trouver des défauts, mais comme je te connais pas Ah vraiment. ouais, j'ai des lunettes. Ah non, c'est même pas un défaut. Alors, mais quelque part, on se cache. Des fois, j'ai pas mes lunettes, on se cache un peu derrière les lunettes aussi. Alors, donc, il y a ton site web stan-music, music à l'anglaise.com. Il y a ton blog pédagogique, donc drjazz.com. Donc, ça, c'est super. Voilà. Alors, la dernière question, parce qu'on a tous une petite folie. Qu'est-ce que tu aimerais maintenant encore faire, mais un truc de dingue? Tout ce qui est projet d'écriture, franchement, ça me plaît. Il n'y a pas un Euh, truc un peu dingue? mais Même pas. bien sûr, il y a toujours des trucs dingues. J'ai fait des projets symphoniques, big band. J'ai fait ouais, bien sûr. J'ai envie. J'ai toujours des envies d'écriture en fait, Est-ce que dans tu as les trucs touché, dingues. ouais, est-ce que tu as touché d'autres est-ce que tu as touché d'autres musiques, par exemple, très complexes? Bon, je sais que tout rentre dans la mesure, mais il y en a qui mettent beaucoup de temps dans la mesure. Par exemple, la musique indienne, des choses comme ça, des choses qui te sont particulières, qui te sont peut-être moins connues et que tu voudrais mettre avec le jazz. C'est des choses que j'ai en tête, mais il y a beaucoup de gens qui sont vraiment plongés dans la musique indienne. Ça n'est pas mon cas. D'accord. Moi, j'ai une culture plus anglo-saxonne, Ouais, d'accord. on va dire. Voilà. Maintenant, c'est évidemment quelque chose qui m'intéresse et surtout au niveau du rythme. Voilà. J'ai découvert récemment une chanteuse indienne. D'ailleurs, j'ai fait son portrait. Je lui ai fait une interview sur le blog. Comment elle s'appelle? Varijashri. Est-ce que tu connais? Va, bon, c'est juste incroyable. Mais après, faire un projet de musique indienne, non. D'accord. Euh, mais les projets mixés, moi, je suis très friand de tout ce qui est crossover, effectivement. Donc j'en ai fait beaucoup, mais j'ai encore plein d'idées, plein de projets à ce niveau-là. Et pour l'instant, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est de développer mes compositions pour grand orchestre. Et donc, ça, dans les prochaines années, je vais vraiment accentuer, forcer le trait là-dessus. J'en ai déjà écrit énormément, parce que j'ai écrit plus de 3000 ou 4000 orchestrations pour grand orchestre. Mais là, je voudrais travailler sur la forme, vraiment, et faire des choses un petit peu originales sur la forme. Bon, eh bien, écoute, on te souhaite bon vent, bonnes vacances aussi, parce que puis j'espère qu'on va se recroiser prochainement. Eh ben, avec grand La plaisir. dernière fois que j'ai eu le plaisir de t'entendre sur une direction de big band, j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la manière dont tu t'adressais aux musiciens, toujours d'une manière très technique, mais toujours du romantisme, de la bienveillance et toujours, souvent beaucoup de métaphores en disant cette note, tu l'as jouée comme ça, il faudrait la penser comme ça, elle peut prendre cette couleur, tu peux la renvoyer à l'autre. Enfin bref, j'ai trouvé que c'était très bien dit parce qu'il y avait des amateurs, puis il y avait des pros. Et en fait, on voyait pas amateur pro, c'était toujours le même langage pour tout le monde, C'est très ça. sensible et très pointu en même temps. Le tout, c'est de savoir à qui on s'adresse et ce qu'on
peux demander aux gens. Une fois qu'on a réussi à intégrer ça, c'est beaucoup plus facile d'expliquer ce qu'on a envie d'entendre. Parce que si les gens sont là, c'est pas la peine d'essayer de les amener là en 2 heures. S'ils sont là et qu'on les amène là, c'est déjà formidable. Et après, c'est plus essayer de leur faire prendre conscience de l'importance qu'ils ont au sein de l'orchestre et que leur voix est indispensable, et donc les valoriser et les responsabiliser. C'est ça en fait le travail d'un chef d'orchestre. Chef d'orchestre, c'est pas une diva qui va dire faites ci comme ça, comme ça. Non, il y a aussi la manière de l'expliquer et surtout rendre le musicien responsable. C'est ça qui est important pour un chef d'orchestre, parce que un musicien qui va être investi de sa mission va jouer 100 fois mieux que quelqu'un qui va s'en foutre. Non, mais je vais écrire cette phrase à la fin de la vidéo. Écoute, on va se faire un... D'abord, je te fais un bisou, je te remercie. Moi aussi. Beaucoup. Je vais éteindre la vidéo, on se fera un petit bisou hors antenne, parce que moi, j'ai la chance de faire des petits bisous hors antenne, même si c'est bien. Et écoute, merci beaucoup. On suit tes aventures parce que... Avec grand plaisir. On a eu Tintin et on a Stan, quoi, donc dans un autre... Merci beaucoup. Au revoir. Merci Christine.